Bonjour à tous. Quand l'histoire met l'humanité à l'épreuve, obéir ou résister. Et promis, je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance de cette merveilleuse journée. J'aimerais commencer cette présentation par une citation d'Howard Zinn, historien, politologue américain très connu, qui a dit très justement « Les choses les plus graves que l'histoire de l'humanité ait connues, que ce soit les guerres, les génocides ou l'esclavage, ne sont pas le produit ou le résultat de la désobéissance, mais bien de l'obéissance. » Et quand on regarde différents événements dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'obéissance à l'autorité a été très souvent utilisée pour justifier des atrocités commises. Dans le monde occidental, on connaît bien généralement le procès de Nuremberg, dans lequel les officiers nazis ont utilisé cette justification pour réduire leurs responsabilités. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait du travail de terrain ailleurs, par exemple au Rwanda, avec d'anciens génocidaires concernant le génocide contre les Tutsis, ou bien au Cambodge avec d'anciens Khmers rouges, on se rend compte qu'ils utilisent exactement la même justification pour expliquer leur participation massive et les tueries auxquelles ils ont participé. Donc, par exemple, sur ce graphique, ce sont des interviews que j'ai menées avec d'anciens génocidaires au Rwanda, donc des individus qui ont activement tué en 1994 et qui ont été condamnés pour ça, et aussi avec d'anciens Khmers rouges au Cambodge. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, quand on leur demande les raisons de leur participation, la majorité d'entre eux va rapporter que c'est l'obéissance à l'autorité. Malgré des cultures complètement différentes, malgré des contextes historiques complètement différents, malgré des événements complètement différents. Donc juste pour vous montrer un peu ce qu'on entend lors de ces interviews, parce qu'évidemment c'est pas commun de parler avec ces personnes, d'explorer leurs ressentis profonds. Par exemple, ça c'est quelques exemples d'entretiens avec d'anciens génocidaires au Rwanda. Il y en a un qui va nous dire c'est la mauvaise gouvernance qui nous a instruits, qui nous a obligés à aller tuer des gens et de devenir des animaux, même si nous n'étions pas des animaux au départ. Oui, c'est le leadership qui a fait ça, ce n'est pas nous. Par exemple, au Cambodge, même genre d'interview, on a un répondant qui va nous dire « ils m'ont ordonné de le faire et donc je l'ai fait ». Et donc tout ça, c'est des manières de voir l'obéissance à l'autorité dans différents contextes, mais à quel point elle est utilisée. Et je trouve que ça pose une question très intéressante. Pourquoi est-ce que tant d'êtres humains sur Terre, dans des époques de vie différentes, dans des cultures différentes, vont utiliser la même justification pour expliquer les atrocités qu'ils ont commises? Est-ce que cela sous-entend que peut-être le fonctionnement de notre cerveau, et ça ce serait quelque chose de commun à toute notre espèce, va être modifié quand on suit des ordres, à un point que même dans une situation où on pense a priori qu'on ne pourrait jamais faire du mal à autrui, on va quand même être capable de le faire. Et l'autre question, c'est comment ou pourquoi est-ce que certains arrivent à résister à cette influence? Alors, il est quand même important de mentionner, même si dans ce talk je vais beaucoup parler d'obéissance à l'autorité, que si on considère des événements aussi graves que des génocides, ce n'est jamais uniquement le résultat de l'obéissance. On dit dans la littérature anglophone qu'un génocide c'est un crime of obedience, donc c'est un crime d'obéissance, parce que généralement un génocide est possible parce qu'une majorité de la population a accepté de participer ou de soutenir un régime qui a décidé de se lancer dans ces campagnes. Mais comme l'a très bien dit Mathieu ce matin, il y a beaucoup d'étapes généralement qui précèdent ce type d'événement. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain on va aller ordonner l'exterminer une partie de la population que les gens vont le faire. Et souvent, une étape assez commune qu'on retrouve avant ces événements, c'est de classifier, c'est de catégoriser et c'est de déshumaniser une partie de la population, de telle sorte à ce qu'ils sont vus comme étant moins humains. Et du coup, cela va permettre aussi d'aller les exterminer ou de commettre des événements de ce type. Alors ici, donc, on va vraiment focaliser sur l'obéissance à l'autorité, dans quelle manière est-ce qu'elle restreint notre libre arbitre et qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau quand on suit des ordres. Alors, l'histoire expérimentale de l'obéissance à l'autorité, généralement, est très souvent retracée à l'expérience de Milgram, peut-être que vous en avez entendu parler, je vais quand même y revenir dans un instant. Ce n'est pas le premier chercheur qui a été confronté à l'obéissance extrême dans un contexte expérimental. Par exemple, dans les années 20, une expérience qui n'est pas souvent mentionnée mais que je trouve très intéressante, un chercheur du nom de Landis a décidé d'étudier les réactions émotionnelles de participants. Et donc il avait une machine qui était assez technologique pour l'époque.
Et cette machine permettait d'étudier les réactions émotionnelles. Et donc ce qu'il a fait, c'est mettre ses participants dans différents états, dans différentes situations, pour étudier leurs réactions. Donc par exemple, ça pouvait être lire des passages de la Bible, ça pouvait être écouter un morceau de musique. Et dans l'une de ces situations particulièrement intéressantes pour le propos, il a demandé à ses participants de s'asseoir à une table et il y avait un couteau de boucher sur leur droite. Et il leur a déposé un rat vivant sur la table et il leur a ordonné de le décapiter. Alors, on est d'accord que les règles éthiques à l'époque, ça n'existait pas, je précise, on ne fait pas ça de nos jours. Mais en fait, ce qu'il a observé, c'est que la grande majorité des gens ont accepté de décapiter ce rat vivant, alors même qu'ils n'arrêtaient pas de se plaindre en disant « mais j'ai pas envie de décapiter cet animal ». Et pourtant, ils l'ont fait, alors qu'ils n'avaient aucune obligation de le faire. Il y a eu d'autres expériences, je ne vais pas les aborder maintenant, mais dans les années 60, les expériences de Milgram arrivent. Sans doute les expériences les plus connues jamais réalisées en psychologie. Et donc en fait, Milgram est un chercheur qui a une histoire, donc sa famille était juive, a fui l'Europe sous l'occupation. Il a fait une thèse de doctorat avec Solomon Asch, qui est très connu pour ses études sur la conformité. Et en fait, il a regardé le procès d'Adolf Eichmann, donc un des dirigeants de l'Holocauste, à la télévision, qui justement utilisait cette justification « je n'ai fait que suivre les ordres du Führer ». Et donc il s'est dit, je vais essayer de capturer ça d'un point de vue expérimental pour essayer d'étudier le phénomène d'obéissance. Et donc en fait, ce qu'il a fait, je vais le résumer brièvement, donc il invitait des participants à venir à une étude et il leur disait que leur tâche, ça allait être d'infliger des chocs électriques à chaque fois que l'autre personne, qui était en vérité un complice de l'expérimentateur, se trompe dans une tâche de mémorisation. Et donc ils avaient une machine qui délivrait des chocs électriques. Ça commençait avec un choc très très léger, on pouvait à peine le sentir, à un choc très douloureux, extrêmement dangereux, et puis 3x, potentiellement un choc mortel. Comme l'autre participant, celui qui devait faire la tâche de mémorisation, est un complice de l'expérimentateur, du coup il se trompait il faisait exprès de se tromper, pour pousser la personne dans le rôle du participant à envoyer des chocs potentiellement d'une intensité croissante de plus en plus. Avant de commencer cette expérience, Milgram a voulu soumettre le protocole expérimental à des experts du comportement humain, des psychiatres, des psychologues, pour leur demander de prédire ce qui allait se passer dans cette expérience. Tous ont dit « jamais personne n'ira infliger le choc potentiellement mortel à une autre personne juste dans le cadre d'une expérience. Et tout le monde va s'arrêter dès que la personne commence à émettre une petite plainte sur le fait que les chocs sont douloureux. » Je ne vais pas tenir le suspense plus longtemps, c'est absolument pas du tout ce qui a été observé. Ce qui a été observé, c'est que 65% des participants ont été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont administré un choc potentiellement mortel alors qu'ils pouvaient entendre l'autre personne crier et supplier qu'on arrête l'expérience dans l'autre pièce. Et personne ne s'est arrêté avant 300 volts, ce qui est déjà un choc évidemment très élevé. Alors, Milgram a fait de nombreuses variations de son expérience et une question que j'ai souvent c'est « mais oui, mais de nos jours, est-ce qu'on aurait encore des résultats similaires ?» On aurait tendance à se dire « a priori pas », ça reste à voir. Bon, d'un point de vue éthique, les expériences de Milgram aujourd'hui, d'un point de vue recherche, on ne fait pas ça. On ne peut pas faire souffrir les gens à ce point-là. Des règles éthiques ont été développées notamment à cause du stress induit aux participants pendant cette expérience. Par exemple, un des anciens participants de Milgram dit qu'il a été vérifier les rubriques mortuaires de sa ville pendant des semaines après sa participation parce qu'il n'avait aucune idée de s'il avait vraiment tué quelqu'un ou non. Maintenant, ça ne marche plus, on ne fait plus ça. Mais les sociétés privées ne répondent pas toujours aux mêmes règles que les académiques. Et donc, la télévision française a répliqué l'expérience de Milgram il y a quelques années. Ça s'appelle Le jeu de la mort, vous pouvez le voir sur YouTube. Et en fait, c'était à peu près la même chose, sauf que la personne qui incitait les participants à continuer à administrer des chocs, ce n'était pas un scientifique, mais c'était une présentatrice télé assez connue. Et ce qu'ils ont observé, c'est que cette fois, ce n'est pas 65%, c'est 81% des gens qui vont jusqu'à administrer le choc le plus élevé. Est-ce que la télé a plus d'influence qu'un scientifique? J'espère que non, mais on dirait que c'est le cas. Alors,
Les expériences de Milgram n'étant plus possibles de nos jours, il a fallu la réinventer, mais pour tenter quand même de capturer cette situation d'obéissance dans des contextes immoraux pour étudier comment le cerveau va réagir. Et donc on a créé une expérience où on invite deux participants. Un est assigné au rôle d'agent et un autre au rôle de victime. L'agent doit faire un choix parmi deux options. Il a un bouton labellisé choc et un bouton labellisé pas de choc. Et on lui dit, s'il appuie sur le bouton choc, ça va envoyer un choc électrique réel et relativement douloureux à la personne en face de lui, mais il gagne 5 centimes d'euros en échange. S'il appuie sur le bouton pas de choc, il n'envoie pas le choc, mais il ne gagne pas non plus d'argent. Alors dans cette expérience, les chocs étaient réels, mais calibrés sur le seuil de douleur de chaque victime. Donc avant qu'on commence l'expérience, on lui met des électrodes sur la main qu'on connecte à une machine qu'on utilise généralement en kinésithérapie pour stimuler les muscles ou les nerfs. Vous avez peut-être déjà eu ça. Et en fait, on détermine un seuil de douleur qui est douloureux, mais acceptable pour la personne. Et c'est ce seuil-là qui est utilisé pendant toute la durée de l'expérience. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour mettre les participants face à un choix moral. Est-ce qu'ils vont accepter de faire du mal à autrui en échange de 5 centimes ou pas? Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on contraste deux conditions expérimentales. Dans l'une d'elles, ils sont entièrement libres de choisir quoi faire. On leur dit voilà, vous avez 60 fois la décision à prendre, c'est à vous de décider si vous appuyez sur la touche choc ou no choc. Et dans l'autre cas, c'est l'expérimentateur qui va vous ordonner à chaque fois envoyer un choc ou ne pas envoyer un choc à la personne. Alors, avant de passer vers les résultats obtenus en neurosciences, je trouve que d'un point de vue comportemental, cette expérience a des résultats très intéressants. Quand on a créé cette expérience, j'étais persuadée que jamais personne n'allait accepter d'envoyer un choc électrique à quelqu'un en face de lui pour 5 centimes. Mes collègues n'étaient pas tout à fait d'accord, et donc ça a pris des semaines pour se décider, est-ce qu'on doit changer le paradigme expérimental, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'ils vont refuser? Bon, on s'est quand même lancé, et c'est là que mon pessimisme envers l'humanité a commencé à décroître un petit peu, parce qu'en moyenne, ils ont administré plus ou moins 34 chocs sur 60 quand ils étaient libres de choisir quoi faire. Donc ils ont gagné à peu près 1,70 €. Ce qui est intéressant, c'est les justifications qui sont données. On va avoir des gens qui sont extrêmement prosociaux, qui vont envoyer 2-3 chocs seulement sur 60 essais et qui vont nous dire « Non, mais c'est pas bien de faire du mal à autrui, du coup, j'ai pas envoyé beaucoup de chocs. » Et puis on en a qui sont, on va dire dans le pattern opposé, qui vont envoyer par exemple 56 ou 57 chocs sur 60 essais et qui vont nous dire « Ah non, ce serait pas moral d'envoyer des chocs tout le temps. Du coup, je me suis quand même abstenue quelques fois. » Comportement très différent, mais bon. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai certaines collègues, quand on a designé cette tasse, qui m'ont dit « Ce serait bien qu'on puisse faire passer nos rencarts sur Tinder avant de les voir. » Alors, un autre phénomène qui m'a surpris dans cette expérience, c'est que, bon, dans cette première étude, on a testé des étudiants universitaires, c'était à University College London. On s'est dit, ils connaissent l'expérience de Milgram, ou pourquoi est-ce qu'ils vont obéir alors qu'ils voient bien la victime en face d'eux recevoir un choc? Personne n'a désobéi. Et avec ce type de paradigme, j'ai testé à peu près 1500 personnes, et j'en ai une vingtaine seulement qui ont parfois refusé d'envoyer le choc. Je viendrai sur la question de la désobéissance après. Mais donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé différentes techniques, des mesures implicites du comportement, de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, de l'électroencéphalographie, pour voir qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau. Et en fait, on a observé que de nombreux processus neurocognitifs et neuroaffectifs, comme on les appelle, sont impactés par cette situation d'obéissance. Notamment, on a observé qu'il y avait une diminution du sentiment d'agentivité, une diminution du sentiment de responsabilité, une diminution de l'activité cérébrale impliquée dans l'empathie, dans aussi la perception de culpabilité. Donc par exemple, en neurosciences, l'empathie, généralement, on le raccroche à certaines régions cérébrales, comme l'insula et le cortex singulaire antérieur. Donc en fait, ce sont des régions qui sont activées quand on souffre nous-mêmes, quand on reçoit une douleur physique par exemple, mais quand on voit aussi quelqu'un d'autre souffrir. Donc c'est la manière dont on définit l'empathie en neurosciences, en fait on comprend la douleur qu'on inflige à autrui parce que notre cerveau s'active de la même manière qu'il s'activerait si on recevait cette douleur nous-mêmes. Et c'est ça généralement qui nous empêche de faire du mal à autrui. Et donc ici, par exemple, ce qu'on a fait dans cette étude avec IRM, c'est de regarder
comment ces régions s'activent quand les gens envoient un choc librement ou quand ils envoient ce même choc, mais après avoir suivi un ordre. En théorie, les chocs sont exactement les mêmes, la douleur est la même, les participants le savent. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'en situation d'obéissance, l'activité des régions associées à l'empathie, mais aussi au sentiment de culpabilité, ainsi que les autres processus que j'ai mentionnés, est réduite en comparaison avec le fait de faire des actions libres. Et donc en fait, ça pourrait expliquer pourquoi ou comment, quand on suit des ordres, on est capable de faire des actes qu'on ne ferait normalement pas. Parce que justement, notre cerveau réagit d'une certaine manière et atténue la réponse qui nous permet de traiter nos actions, mais aussi les conséquences de nos actions. Alors, mis à part ces questions sur l'obéissance et la manière dont elles impactent le fonctionnement même de notre cerveau, je me suis intéressée à, au final, qu'est-ce qui distingue un génocidaire d'un sauveteur en période de génocide. Alors, pour moi, c'est une question fondamentale parce que, finalement, ici, on parle d'individus qui évoluent dans le même contexte culturel, qui sont face au même événement historique, qui ont les mêmes aspirations sociales, qui ont le même contexte politique. Et on a des gens qui vont choisir de participer activement, même des civils, je ne parle pas forcément de militaires. Et on a des gens qui, par contre, vont risquer leur vie pour aller sauver des gens qui sont visés par la propagande génocidaire. Qu'est-ce qui les distingue? Alors, avant d'aller sur les résultats, je vais vous demander de sortir votre smartphone. J'imagine que la majorité d'entre vous en ont un. Vous pouvez scanner le QR code ou aller sur WooClap avec le code de l'événement. Rassurez-vous, c'est anonyme, donc essayez de répondre le plus honnêtement possible à cette question. Je vous laisse quelques secondes. Ça marche pas très bien? Ah, le réseau. Oui, il y a un guest pour Beaux-Arts. Mais sinon, je vais regarder déjà ceux qui ont réussi plus ou moins à répondre. Bon, les résultats ont l'air de manière générale, même si vous n'avez pas de réseau, assez clair. On voit que la majorité d'entre vous pense que dans une société où une certaine partie de la population est blâmée pour l'instabilité économique, la majorité d'entre vous pense qu'ils risqueraient leur vie pour sauver d'autres personnes. Et une très petite minorité indique que potentiellement ils participeraient à l'extermination. Alors, ces résultats sont très louables, mais ils ne sont pas surprenants parce que vous n'êtes pas les premiers à qui je fais faire ce petit test. C'est souvent le pattern de résultats qu'on observe. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ces résultats avec les vraies statistiques qu'on observe dans deux génocides différents, le génocide contre les Tutsis et l'Holocauste. Ce que vous voyez là, c'est un graphique qui représente le pourcentage de la population qui a activement participé au génocide, en jaune, et la toute petite barre rouge, que vous pouvez à peine voir, le moins des 1%, ce sont ceux qui en fait ont réellement risqué leur vie pour sauver autrui. Et donc c'est quand même très intéressant à chaque fois de constater, parce qu'ici on est dans deux événements culturellement très différents, donc la question de la culture ne se pose pas vraiment. Il y a ce qu'on pense qu'on ferait, et il y a ce que les vraies statistiques montrent. Et donc ça pose aussi beaucoup de questions sur, voilà, est-ce qu'on se connaît nous-mêmes? Ou bien est-ce qu'on ne se rend pas compte en fait de toutes les influences qui viennent influencer nos comportements et nos décisions quand on considère qu'on est dans un système où il y a de nombreuses sources d'influence, de propagande, qui pendant des années nous martèlent une certaine association qui fait qu'on va finalement pencher vers la participation. Alors, d'un point de vue recherche, pour essayer de comprendre en quoi diffère un sauveur, par exemple un sauveteur d'un ancien génocidaire, les recherches expérimentales ont tout d'abord essayé de vérifier si c'était dû à un trait de personnalité qui pourrait être différent. Et donc certaines recherches ont vu qu'en effet, les sauveteurs rapportaient de très hauts scores en humanité commune, en altruisme, en prise de risque pour les autres, en estime de soi, en empathie. Donc on pourrait dire peut-être que la personnalité est en effet un facteur marquant et qu'on est déterminé à agir d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'en fait, le problème de la personnalité et de cette vision un peu plus simpliste du comportement, c'est que ça n'explique pas les changements de rôle pendant les génocides.
En fait, dans de très nombreux génocides, dans presque tous, il y a des cas documentés de personnes qui, un jour, vont décider de participer et de tuer, et le lendemain, qui vont tout d'un coup sauver une personne. Ça ne peut pas être expliqué par simplement une question de trait de personnalité. Un génocide est avant tout un événement aussi très contextuel qui dépend beaucoup de facteurs sociaux et environnementaux. Alors, on a aussi essayé de voir si des facteurs sociaux et démographiques distinguaient un sauveteur d'un génocidaire. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le genre? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est le fait d'avoir une maison, d'avoir une famille à protéger ou non? Pour le moment, on a très peu de résultats qui montrent une différence. La seule différence marquée qu'on a obtenue parmi la kyrielle de facteurs qu'on a investigués, c'est la présence d'un modèle qu'on dit inspirant. Ça veut dire que la majorité des sauveteurs, dans notre échantillon en tout cas, c'était au Rwanda, nous ont indiqué que dans leur jeunesse, ils ont pu voir leurs parents aussi prendre des risques, ou un autre membre de leur famille, pour sauver des personnes qui étaient en détresse. Et donc ça, c'est plus souvent rapporté chez des anciens sauveteurs que chez soit d'anciens génocidaires, soit des témoins passifs, les bystanders, donc ceux qui n'ont pas vraiment pris position dans un sens ou dans l'autre. Mais ce n'est pas un facteur absolu. On a par exemple d'anciens génocidaires qui vont nous dire « Bah oui, quand j'étais petit, mes parents ont aussi risqué leur vie pour sauver d'autres personnes, ça ne les a pas empêchés de participer. » Mais ça reste un des facteurs distinguants. On a aussi voulu prendre une approche un peu plus expérimentale pour comprendre est-ce que peut-être les sauveteurs, par rapport aux anciens génocidaires ou aux témoins passifs, ont une sensibilité différente à différentes formes d'influence sociale, notamment l'obéissance à l'autorité. Et donc par exemple, dans cette étude-là, donc de nouveau au Rwanda, on a souvent fait des études au Rwanda parce que contextuellement, c'est un pays où on a accès à d'anciens génocidaires. Quand on travaille sur les génocides, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas vraiment accessibles. Le Rwanda est l'un d'entre eux, donc on a beaucoup d'études avec ce pays-là. Et donc en fait, on les a mis dans une situation où ils recevaient des ordres, soit de prendre de l'argent ou de ne pas prendre de l'argent à notre assistante de recherche qui nous aidait. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'à chaque essai, ils vont décider d'obéir ou de désobéir? Quelle va être leur décision? Et qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau quand ils prennent ces décisions d'obéir ou de désobéir? Et est-ce que peut-être leur cerveau réagit différemment? Alors, d'un point de vue comportemental, ce qu'on a observé, c'est que, en effet, les anciens génocidaires ont tendance à plus souvent prendre de l'argent et à obéir à ces ordres-là que les autres groupes. Par contre, je dois quand même mentionner que même si c'était plus ou moins attendu, donc une sensibilité accrue à l'obéissance, j'ai été impressionnée personnellement du taux de désobéissance obtenu. Jamais dans aucune autre population je n'avais eu un taux de désobéissance aussi élevé. J'ai même testé la première génération née après le génocide au Rwanda, et là, désobéissance littéralement à 0,2%. Ici, on a quand même des taux de désobéissance beaucoup plus élevés. Et c'est intéressant parce que majoritairement, ils nous rapportent que parce qu'ils ont participé à un génocide, parce qu'ils savent ce que c'est en termes d'expérience de vie, ils ne seraient absolument pas capables de refaire souffrir quelqu'un sous ce couvert-là par la suite. Donc je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça montre à quel point peut-être les expériences de vie peuvent aussi nous moduler ou nous influencer continuellement et nos choix de vie peuvent varier aussi en fonction de cela. Au niveau du cerveau, on a utilisé l'électroencéphalographie et on a regardé ce qui se passe dans leur cerveau quand ils voient la personne à qui on a pris de l'argent montrer émotionnellement de la détresse. Donc c'est encore lié à l'empathie, mais c'est des électrodes qu'on pose ici. Et ce qu'on a observé, c'est que les sauveteurs vont avoir une activation plus forte quand ils voient la photo de la personne en détresse que d'anciens génocidaires ou des témoins passifs. Donc il semblerait qu'une autre différence, ce soit vraiment à cette réaction du cerveau face à la détresse d'autrui. Et peut-être que c'est lié au fait d'avoir eu ces modèles inspirants pendant leur enfance qui leur ont montré qu'on peut se préoccuper de quelqu'un en détresse et on peut lui porter secours. Ce qui est intéressant aussi à mentionner, c'est qu'on n'a trouvé absolument aucune différence à aucun moment sur tous les facteurs qu'on a étudiés, toutes les activations neuronales qu'on a étudiées, entre d'anciens génocidaires et des témoins passifs. Donc ça enlève un peu aussi cette idée que, alors certes ce sont des atrocités innommables, hein, ça on ne se le cache pas, mais ça enlève vraiment cette idée que c'est seulement un certain profil qui peut aller faire ça.
Ça montre qu'en fait, il n'y a pas une différence majeure entre eux et tout un chacun qui n'a pas participé. Et la liberté dans tout ça. Donc, ce qu'on a vu dans cette présentation, c'est que suivre des ordres réduit notre liberté individuelle et le fonctionnement de notre cerveau. On pourrait se demander si ceux qui résistent sont plus libres, ont-ils plus de libre arbitre? Peut-être, mais il faut savoir qu'eux aussi ont certainement été influencés par des expériences de vie antérieures, comme la situation de leurs parents, qui ont aussi sauvé des vies. Sommes-nous vraiment libres? On a vu, notamment avec la présentation d'Albert, que des expériences remettent en question notre libre arbitre. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que nous sommes continuellement influencés par les autres, que ce soit de manière consciente ou pas. Donc si on se pose la question de est-ce qu'on est vraiment libre, peut-être qu'être libre ne consiste pas à fuir toute influence, mais à savoir les reconnaître, afin de décider lesquelles guideront nos choix. Merci pour votre attention.